Les bougies achevaient de mourir sur la table de nuit, et la cire avait coulé sur le bois sans que personne ne songe à l'essuyer depuis des heures. Adélaïde de Valmières, duchesse de Roquevert depuis 2 ans, était assise au bord du lit dans la chambre qui n'avait jamais tout à fait cessé d'appartenir à une autre femme. Et elle sentait le poids de cette nuit peser sur ses épaules, comme quelque chose qu'on aurait dû déposer depuis longtemps. Les draps froissés à sa gauche témoignaient de ce qui venait de se passer, ce contact qui, depuis 6 mois, lui laissait dans la bouche un goût qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle regardait Théodore de Roquevert, son mari, le duc, 35 ans, étendu dans l'obscurité, et elle prit sa décision. Elle posa la question que son corps lui avait posée 17 fois en silence. Les 17 nuits où elle avait compté ses murmures, ses mains qui cherchèrent une forme différente de la sienne. Ses baisers les yeux fermés trop fort, comme s'il serrait les paupières pour retenir quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Cette nuit, elle demandait. Cette nuit, il allait répondre. Quand tu fermes les yeux, dit-elle, c'est moi que tu vois. Théodore ne bougea pas tout de suite. La dernière bougie projeta une ombre longue sur le plafond. Et le silence dura assez pour qu'Adélaïde comprenne que la réponse était déjà là, dans ce silence, avant même qu'il ouvre la bouche. Il prononça son prénom. Adélaïde, réponds-moi. Il se redressa lentement, et elle vit à la façon dont il posait les mains sur ses genoux qu'il avait décidé, lui aussi, ce soir, décidé de ne plus mentir. Ou peut-être décidé que le mensonge avait atteint une limite qu'il ne pouvait plus tenir. « Non, dit-il, pas toujours. » Elle attendit. « Chaque fois que je t'embrassais, dit-il, je pensais à elle. » La phrase tomba dans la chambre, comme un objet qu'on lâche sur du marbre. Adélaïde ne répondit pas. Elle leva la main, lentement, sans hâte, avec une précision qui était pire que la colère, et s'essuya les lèvres du dos de la main. Un geste simple, un geste qui disait tout ce qu'elle ne dirait pas ce soir. Sa voix fut nette. Plus jamais. Elle se leva. Elle prit la bougie qui restait sur le secrétaire, la seule qui brûlait encore, et elle quitta la chambre sans se retourner. Ses pas dans le couloir furent réguliers, mesurés, le pas de quelqu'un qui sait exactement où elle va. Elle descendit jusqu'à la bibliothèque, poussa la porte et s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle ne prit pas de livre. Elle posa la bougie sur l'accoudoir et regarda la flamme jusqu'à ce que ses yeux brûlent. 6 mois plus tôt, elle avait commencé à compter. Ce n'était pas une décision consciente. On ne décide pas de compter les nuits comme on décide de tenir un registre. C'était arrivé naturellement. La façon dont on commence à noter les fissures dans un mur qu'on espère encore solide. La première nuit, il avait murmuré « pardon » dans son sommeil, les lèvres entr'ouvertes, la voix douce comme s'il s'adressait à quelqu'un qui était là dans la chambre avec eux. Elle avait cru à un rêve ordinaire. La deuxième nuit, ses mains, pendant qu'il dormait, avaient cherché quelque chose à sa droite, là où elle n'était pas, là où personne n'était. La troisième nuit, il l'avait embrassée les yeux fermés si fort qu'elle avait senti ses propres paupières frémir d'une question qu'elle ne voulait pas poser. Elle avait compté jusqu'à 17. 17 nuits à sentir que ses baisers n'arrivaient pas tout à fait jusqu'à elle. Qu'il s'arrêtait quelque part en chemin, accroché à une image qu'elle n'avait jamais vue de ses propres yeux, mais qu'elle connaissait mieux que son propre visage. Isabelle, première duchesse de Roquevert, morte de fièvre 4 ans plus tôt, 6 mois après leur mariage. Une passion brève, violente, inachevée. Le genre de mort qui ne laisse pas le temps de vieillir ensemble, de s'ennuyer, de se décevoir. Le genre de mort qui fige une femme à jamais dans l'instant où elle était la plus aimée. Adélaïde de Valmières avait épousé un homme sincèrement épris d'elle.
Elle en était certaine. Elle l'était encore ce soir, même avec le goût de cette phrase dans la bouche. Il l'avait courtisée pendant 6 mois. Il avait traversé la Provence pour voir son père, il avait attendu. Il y avait eu des moments, au début, où elle avait cru que le deuil était derrière lui. Des moments où il la regardait rire et quelque chose dans ses yeux ressemblait à de la lumière. Mais le corps ne ment pas. Le corps se souvient d'une autre forme, d'une autre façon d'être tenu. Et les mains de Théodore, dans le noir, cherchaient quelque chose qu'Adélaïde ne pouvait pas être. Elle avait fermé les yeux pendant ses baisers pour ne pas le voir fermer les siens. Voilà ce qu'elle comprit, assise dans la bibliothèque à la lueur de la dernière bougie du domaine de Roquevert. Pendant 2 ans, ils avaient tous les deux les yeux fermés. Lui pour voir une morte, elle pour ne pas voir qu'il voyait une morte. 2 aveugles dans la même chambre, se croyant ensemble. La bougie trembla. Dehors, le vent passait sur le jardin de roses. Le jardin qu'elle n'avait jamais aimé sans savoir pourquoi, ce jardin trop entretenu, trop parfait, trop silencieux pour appartenir aux vivants. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Mais elle ne pleura pas non plus. Le lendemain matin, la maison était encore dans cette lumière grise et froide qui précède le soleil de septembre en Bourgogne. Adélaïde descendit les escaliers avant que les domestiques y eussent fini d'ouvrir les volets, et elle s'arrêta seule dans le grand salon. Le portrait d'Isabelle occupait le mur du fond depuis 4 ans. Elle était belle. C'était indiscutable, et Adélaïde ne s'était jamais accordé le luxe de le nier. Cheveux sombres, regard direct, un sourire retenu à la commissure des lèvres, qui donnait l'impression qu'elle savait quelque chose que le peintre ne savait pas. Elle avait 23 ans sur ce portrait. Peut-être 24. Elle n'en avait jamais eu davantage. Adélaïde la regarda longuement. Elle entendait Théodore descendre, son pas dans l'escalier, puis le silence quand il s'arrêta sur le seuil du salon et la trouva là, debout, devant le portrait, les mains croisées dans le dos. Il s'immobilisa sur le seuil. Adélaïde. Elle ne se retourna pas tout de suite. Quand elle le fit, ce fut avec une lenteur délibérée, et elle le regarda comme on regarde quelqu'un qu'on voit vraiment pour la première fois depuis longtemps. « Tu me regardes avec ces yeux depuis 2 ans, dit-elle. Je l'ai compris hier soir. Mais en réalité, je le savais depuis 6 mois. » Théodore s'avança dans la pièce. Il portait les mêmes vêtements que la veille. Il n'avait pas dormi non plus. Cela se voyait à la façon dont il tenait ses épaules, légèrement rentrées, comme s'il se protégeait d'un froid intérieur. « Je ne suis pas en colère que tu l'aies aimé, » dit Adélaïde. « Tu l'as aimé, c'est réel. Je ne te demande pas de l'effacer. » Elle fit un pas vers lui, et sa voix ne trembla pas. « Je suis en colère que tu m'aies touché en pensant à elle. » Mes lèvres, Théodore, mon corps, 2 ans de contact où je n'étais pas celle que tu tenais dans tes bras. Il ouvrit la bouche. Elle l'arrêta d'un geste. Non, je ne t'ai pas posé de questions. Je t'ai dit ce que tu as fait. Le silence s'installa entre eux. Un silence qui avait la densité de quelque chose qu'on ne peut plus reprendre. Marthe traversa le salon à ce moment-là, le plateau du matin dans les mains, et elle aurait pu passer sans un mot. Elle ne passa pas. « Madame, » dit Marthe, s'arrêtant au milieu de la pièce, avec la tranquillité particulière de quelqu'un qui a décidé de parler et qui ne reviendra pas sur sa décision. « Je change les draps de l'aile est chaque semaine. Depuis 4 ans. » Adélaïde la regarda. « Personne n'y dort, » dit Marthe. « Personne ne m'a dit d'arrêter. Alors je continue. » Théodore ne répondit pas à Marthe. Il ne répondit pas à Adélaïde non plus. Il resta debout dans le grand salon, entre le portrait de sa première femme et le visage de la seconde. Et il ne dit rien, ce qui était, en soi, une réponse.
« Je dormirai dans la bibliothèque, » dit Adélaïde, « jusqu'à ce que cette maison change. » Elle s'arrêta une dernière fois devant le portrait d'Isabelle, comme si elle s'adressait aux deux à la fois. « Qui habite ici, Théodore ? Réponds-moi quand tu le sauras. » Marthe reprit son chemin vers la salle à manger. Ses pas sur le parquet furent le seul bruit dans la maison pendant longtemps. L'aile du domaine de Roquevert avait la température particulière des pièces qu'on préserve, plutôt qu'on habite. Un froid propre, ordonné, qui sentait la cire et quelque chose de plus ancien. Adélaïde poussa la porte de la chambre d'Isabelle cet après-midi-là et resta un moment sur le seuil, les yeux sur l'armoire de noyer qui occupait le mur de droite. Elle l'ouvrit. Les robes et des vostars étaient là, alignées avec soin. Marthe les avait entretenues, aérées, protégées de la poussière. Un parfum d'iris et de quelque chose de plus discret, une eau de toilette peut-être, s'échappa de l'armoire comme quelque chose qui attendait depuis longtemps d'être libéré. Adélaïde passa les doigts, le long des tissus, sans les regarder. Sa main s'arrêta sur la robe bleue, une soie ancienne, le bleu délicat de la porcelaine de Sèvres. Elle glissa les doigts dans la poche. L'enveloppe était là. Elle la sortit et la retourna dans ses mains. Le cachet de cire rouge était intact, le sceau de Roquevert, non brisé. L'enveloppe portait une seule ligne d'écriture à l'extérieur. Mon amour. L'écriture était fine, légèrement penchée vers la droite, l'écriture de quelqu'un qui écrivait vite parce que le temps pressait. Adélaïde tint la lettre un long moment. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la glissa dans la poche de sa propre robe et descendit au jardin. Le jardinier, un homme de 60 ans qui s'appelait Gaspard et qui avait le visage de quelqu'un qui a passé sa vie à regarder pousser des choses, était en train de tailler les rosiers du côté ouest quand elle arriva. Il s'arrêta, ôta son chapeau. « Gaspard, » dit Adélaïde, « ces rosiers, quand ont-ils été plantés ?» Il la regarda avec une expression qui n'était pas de la surprise, mais de la prudence. La prudence de quelqu'un qui a attendu qu'on lui pose cette question. « Après la mort de madame, » dit-il, « en avril. Monsieur les a voulus. Il a choisi les variétés lui-même, les roses de Damas, les sans-feuilles, les mousseuses. Il a passé 3 jours à décider de l'emplacement. » Adélaïde regarda le jardin. Les rosiers étaient en pleine floraison tardive, parfaitement taillés, parfaitement entretenus. « Elle n'a jamais vu ce jardin, » dit Adélaïde. Ce n'était pas une affirmation. C'était une question dont elle connaissait déjà la réponse. « Non, madame, » dit Gaspard. « Madame Isabelle est morte en février. Ces rosiers ont été plantés 2 mois plus tard. Elle n'a jamais mis les pieds dans ce jardin. » Adélaïde hocha la tête. Un seul mouvement, bref. Elle remercia Gaspard d'un geste et remonta vers la maison avec la lettre dans sa poche. Les yeux sur la terre entre les rosiers. Cette terre bien retournée, bien nourrie, qui portait depuis 4 ans sans un monument qu'une morte n'avait jamais demandé. Madame de Séverin habitait à 2 lieues du domaine, dans une maison de pierre grise qui sentait le bois de chêne et le tabac froid. Elle avait 56 ans, les cheveux blancs tirés en arrière et des yeux qui avaient la qualité particulière de regarder les gens sans leur laisser le temps de se composer un visage. Adélaïde arriva sans avoir envoyé de message à l'avance. Séverin l'accueillit dans son petit salon comme si elle l'attendait. Elle posa les yeux sur la poche de la robe d'Adélaïde. « Vous avez trouvé la lettre ?» Adélaïde posa l'enveloppe sur la table entre elles. « Le cachet est intact, » dit-elle. « Il ne l'a jamais ouverte. Vous la connaissiez ?» Séverin regarda la lettre un moment avant de répondre. Elle se leva, alla prendre 2 verres et une carafe de vin blanc sur le buffet, et les posa sur la table avec des gestes lents.
comme si elle avait besoin de ce temps pour rassembler quelque chose en elle. « Isabelle me l'a dit la veille de sa mort », dit Séverin en s'asseyant. Elle savait qu'elle allait mourir, pas avec certitude, mais elle le savait. Elle m'a dit « J'ai écrit à Théodore. Je lui ai dit ce qu'il devra faire après. » « Et qu'est-ce qu'elle lui disait de faire ?» demanda Adélaïde. Séverin but une gorgée de vin avant de répondre. Elle le libérait. C'est le mot qu'elle a utilisé avec moi. Elle disait « Je le libère ». Elle voulait qu'il vive, qu'il ouvre les fenêtres de cette maison, qu'il se remarie. Elle voulait qu'il embrasse la femme qu'il épouserait et qu'il la regarde en le faisant. Séverin posa son verre. Isabelle connaissait Théodore mieux que Théodore ne se connaissait. Elle savait qu'il serait capable de fermer une maison autour d'elle et d'y vivre debout. Adélaïde garda les yeux sur la lettre. Pourquoi ne l'a-t-il pas ouverte? Séverin marqua une pause. Non par hésitation, mais avec la retenue de quelqu'un qui pèse chaque mot avant de le poser. Parce qu'ouvrir cette lettre, c'est entendre sa voix une dernière fois, dit-elle. Et après la dernière fois, il n'y a plus que le silence. Théodore préfère le fantôme au silence. Le fantôme, au moins, parle encore. Adélaïde se leva, prit la lettre, la remit dans sa poche. Sa voix était posée. Je ne la remets pas dans l'armoire. Séverin la regarda partir depuis son fauteuil et n'essaya pas de la retenir. Séverin attendit 2 jours avant d'aller voir Théodore dans son cabinet. Elle entra sans frapper. Elle avait ce droit depuis qu'il avait 7 ans et qu'elle lui apprenait à ne pas mentir. Et elle s'assit en face de lui, sans cérémonie. Théodore leva les yeux de ses papiers. « Isabelle t'a écrit une lettre, » dit Séverin. « Tu le sais. » Il voulut parler. « Mais, Séverin, non, écoute-moi. » Elle posa les mains à plat sur le bureau et sa voix ne monta pas. Elle devint plus précise, plus froide, comme une lame qu'on affûte. « Isabelle t'a demandé de vivre. Elle t'a demandé d'ouvrir cette maison, de te remarier, d'aimer une femme en la regardant dans les yeux. Et tu as pris cette lettre et tu l'as mise dans la poche d'une robe que personne ne porte dans une armoire que personne n'ouvre. Et tu t'es dit que tu honorais sa mémoire. » Elle se leva. « Tu l'as trahi, Théodore. En refusant d'ouvrir cette lettre, tu as trahi la dernière chose qu'elle t'a demandée. » Théodore ne répondit pas. Il posa son stylo sur le bureau et regarda ses mains. Séverin quitta le cabinet sans ajouter un mot. Ce même après-midi, dans la chapelle du domaine, Père Anselme s'arrêta devant Théodore, qui était assis seul dans le premier banc, les yeux sur le tabernacle. Le prêtre avait 70 ans et la patience des gens qui ont entendu beaucoup de silence. « Monsieur le duc, dit-il en s'asseyant à côté de lui, vous n'avez pas enterré votre première femme. » En un instant, Théodore tourna la tête vers lui. « C'est le problème, » dit Père Anselme simplement. « Pas le seul, mais le principal. » Il se leva, fit le signe de croix et repartit vers la sacristie. Théodore resta seul dans la chapelle. Et c'est là, dans ce silence que Père Anselme avait laissé derrière lui, que lui revint le souvenir d'une messe commémorative, 3 ans plus tôt. La messe pour le premier anniversaire de la mort d'Isabelle. Il avait invité quelques familles alliées, par politesse, par habitude. Le marquis de Valmières était venu avec sa fille. Il l'avait remarquée devant le tombeau. Elle portait un brin de romarin au corsage. Pas du crêpe noir, pas un voile, juste ce brin de verdure argentée que les gens de Provence portent pour les morts qu'ils honorent sans les pleurer. Il lui avait demandé, parce que la question lui était venue avant qu'il réfléchisse. « Vous portez le deuil, mademoiselle ?» Et elle avait levé les yeux vers lui, des yeux directs, sans précaution, et elle avait répondu « Je porte le souvenir. Ce n'est pas la même chose. »
Il y avait eu 10 centimètres entre eux, l'odeur du romarin et de la terre froide de septembre, et quelque chose dans ces mots, ce n'est pas la même chose, qui avait atteint en lui une place qu'il croyait murée depuis 1 an. C'était la première femme qui n'avait pas ménagé son deuil. La première qui lui avait dit, sans le dire, qu'on pouvait honorer les morts sans y rester enfermé. Il l'avait courtisée 6 mois plus tard. Il l'avait aimée sincèrement, et il avait tout de même fermé les yeux. Adélaïde fit décrocher le portrait d'Isabelle un mardi matin, en plein jour, pendant que Théodore lisait dans le grand salon. Elle n'avait pas prévenu. Elle entra avec 2 des domestiques, désigna le portrait et dit simplement « Portez-le dans l'aile est et posez-le face au mur. » Théodore se leva de son fauteuil. Il avança d'un pas. « Adélaïde, je ne vis pas dans un musée, » dit-elle sans s'arrêter. Les domestiques décrochèrent le portrait. L'espace sur le mur laissa une marque plus claire que le reste, la forme exacte d'Isabelle en creux dans la peinture passée. Dans le jardin, le lendemain, Gaspard s'approcha d'Adélaïde avec son chapeau à la main. « Madame, dit-il, les roses, je les taille chaque semaine depuis 4 ans. Est-ce que je dois continuer ?» Adélaïde regarda le jardin. Les rosiers parfaits, les allées nettes, le monument vivant qu'un homme avait construit pour une femme qui n'avait jamais marché entre ses haies. « Arrachez-les, dit-elle. Toutes. Plantez du romarin à leur place. » Gaspard hocha la tête, remit son chapeau et alla chercher ses outils. Ce même soir, Théodore monta dans l'aile est. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, peut-être seulement à voir ce qu'il restait. L'armoire de Noyer était ouverte, vide. Les robes avaient disparu, pliées dans une malle que Marthe avait portée au grenier sur instruction d'Adélaïde. Il ouvrit les tiroirs, palpa le fond de l'armoire. La lettre n'était nulle part. Il chercha dans la chambre, sous le matelas, dans le coffret à bijoux vide, derrière le miroir. Rien. Adélaïde dormait dans la bibliothèque depuis 3 nuits. La lettre était dans la poche de sa robe. Ce soir-là, Théodore passa devant la bibliothèque. La porte était entr'ouverte. Elle avait laissé la porte entr'ouverte, peut-être par habitude, peut-être autrement. Il s'arrêta dans l'embrasure. Adélaïde était assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Une bougie allumée, un livre ouvert sur les genoux. Elle ne lisait pas. Ses yeux étaient posés sur la flamme, pas sur la page. Elle n'entendit pas ses pas, ou elle choisit de ne pas tourner la tête. Il resta là 5 minutes. Il ne parla pas. Elle ne leva pas les yeux. Et c'était la première nuit en 2 ans où ils partageaient le même espace, même séparés par un mur d'air et une porte entr'ouverte, sans qu'il ferme les yeux sur quelqu'un d'autre. Il la regardait. Vraiment. Le profil de son visage dans la lumière, la façon dont sa main tenait le livre sans le tenir, la bougie qui projetait sur le mur son ombre immobile. Il repartit sans avoir dit un mot. Il y avait 2 moments que le récit n'avait pas encore montrés, 2 moments que Théodore portait en lui comme des pierres qu'on retourne dans sa poche sans s'en rendre compte. Le premier remontait à la première année de leur mariage. Il se promenait dans le domaine par un après-midi de novembre, sur le sentier qui longeait le jardin de roses. Il avait plu le matin, et la terre était humide, les pierres glissantes. Adélaïde marchait devant lui, parlait de quelque chose. Sa cousine de Marseille, une lettre reçue, il ne se souvenait plus. Quand elle perdit pied devant les rosiers d'Isabelle, son pied glissa sur une pierre couverte de mousse, et elle bascula vers la droite. Il la rattrapa par le bras. Ses doigts se refermèrent sur sa manche, et il la tint. 2 secondes, peut-être 3, plus longtemps que nécessaire pour qu'elle retrouve l'équilibre. La protection était réelle. Mais ses yeux, à lui,
était allé aux roses. Les roses de Damas en novembre, leurs tiges nues, leurs derniers boutons bruns. Il avait tenu sa femme dans sa main et regardé le jardin d'une morte. Adélaïde s'était stabilisée seule. Elle avait dit « merci » et repris sa marche. Le second moment était plus récent, 6 mois avant la confession. Un soir de mars, tard, la chambre dans l'obscurité. Théodore dormait. Adélaïde ne dormait pas. Elle avait regardé sa main posée à plat sur le drap, entre eux deux, et elle avait fait quelque chose qu'elle ne s'était jamais accordé de faire avant. Elle avait pris cette main dans les siennes, l'avait portée à ses lèvres, et l'avait embrassée doucement. Théodore avait murmuré dans son sommeil. Un seul prénom. Isabelle. Adélaïde avait reposé la main sur le drap, exactement à l'endroit où elle l'avait prise, exactement dans la même position. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait regardé le plafond et compté dans sa tête. C'était la 12e fois. Au présent, dans le jardin de Roquevert, la terre était nue là où les rosiers avaient été arrachés. Gaspard et ses 2 fils avaient travaillé toute la journée. Les trous ronds dans la terre retournée ressemblaient à quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas voir depuis la terrasse. Des absences, des espaces laissés par des choses qu'on avait cru nécessaires. Théodore regardait depuis la terrasse depuis 1 heure. Il ne dit rien. Il ne rentra pas non plus. Le crépuscule tombait sur le domaine de Roquevert. Cette lumière orange et froide de septembre qui donne au jardin l'aspect des choses qui finissent. Théodore descendit les marches de la terrasse et entra dans le jardin vide. Adélaïde était debout au milieu des trous laissés par les rosiers arrachés. Elle ne s'était pas retournée en entendant ses pas. Elle savait que c'était lui, et elle attendait qu'il arrive jusqu'à elle. Il s'arrêta à 3 pas. « Tu as arraché ces roses, » dit-il. Adélaïde se retourna alors, et son regard était calme. D'un calme qui n'était pas de l'indifférence, mais de la résolution. Le calme de quelqu'un qui a décidé depuis longtemps ce qu'elle allait dire, et qui n'a plus peur de le dire. « Oh, tes roses, » dit-elle. Les siennes étaient en Provence, dans le jardin de sa famille. Je ne sais pas si elles existent encore. Celles-ci, tu les as plantées 2 mois après sa mort, en avril. Isabelle est morte en février, Théodore. Elle n'a jamais mis les pieds dans ce jardin, elle n'a jamais vu un seul de ces rosiers. Tu as cultivé pendant 4 ans un monument pour une femme qui ne l'a pas connue. Elle fit un pas vers lui dans la terre retournée. Comme tu m'as embrassé pendant 2 ans pour une femme qui ne le sentait pas. Théodore ne répondit pas. Le vent passa sur le jardin vide et soulevait une légère odeur de terre. Une odeur propre, nue, sans les roses. Adélaïde glissa la main dans sa poche et en sortit la lettre. Il la regarda. « Je l'ai trouvée dans la poche de sa robe bleue, » dit-elle. « Le cachet est intact. Tu ne l'as jamais ouverte. » Elle tendit la lettre vers lui. « Tu la lis ? Maintenant, ici, où je pars. » Il tenta de prononcer son prénom. « Adélaïde. »« Pas dans l'aile est, » dit-elle. « Je pars. Je rentre chez mon père en Provence, et je ne reviens pas dans une maison qui appartient à une morte. » Il y eut un silence qui dura longtemps, assez longtemps pour que Séverin, qui s'était avancé jusqu'au seuil de la terrasse sans que personne l'y invite, les voit tous les deux debout dans la terre nue du jardin, séparés par l'enveloppe tendue entre eux. Théodore prit la lettre. Ses mains tremblaient légèrement, le tremblement de quelqu'un qui tient quelque chose depuis longtemps et qui s'apprête à le lâcher. Il regarda le cachet un moment, puis il brisa la cire d'un geste sec et déplia les pages. Il lut. Le silence dans le jardin était absolu. Adélaïde ne bougea pas. Elle le regardait lire, les yeux sur son visage,
sur ce qu'elle voyait traverser ses traits. D'abord une contraction, quelque chose de douloureux, puis quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement, puis quelque chose qu'elle ne sut pas nommer parce qu'elle n'avait jamais vu cette expression sur son visage. Il leva les yeux vers elle. Ses yeux brillaient d'une lumière trouble, entre la reconnaissance et la douleur, comme quelqu'un qui reçoit en même temps un pardon et une blessure. Elle dit « Comment ça-t-il » Sa voix se cassa légèrement. Il reprit. Elle dit « Mon amour, je sais que tu vas fermer cette maison autour de moi. Je te connais. Ne le fais pas. Ouvre les fenêtres. Marie-toi. Et quand tu embrasseras cette femme, ouvre les yeux. Regarde-la. Parce que moi, tu ne me verras plus. » Sa voix s'arrêta sur le dernier mot. Adélaïde le laissa rester dans ce silence une longue seconde. « Elle te demandait la seule chose que tu m'as refusée, dit-elle, des yeux ouverts. » Théodore baissa la tête. Il regarda la lettre dans ses mains, les 2 pages de l'écriture fine et penchée d'Isabelle. Et puis, il se pencha et posa la lettre sur la terre retournée. Il la posa doucement, avec soin, comme on pose quelque chose qu'on porte depuis trop longtemps et qu'on dépose enfin. La lettre resta là dans la terre nue, entre les trous laissés par les racines des rosiers. « Je ne sais pas comment on embrasse quelqu'un les yeux ouverts, dit-il. Je ne l'ai jamais fait. Pas avec elle. Pas avec toi. » Adélaïde le regarda. Sa réponse fut simple. « Alors apprends. » Elle ne s'approcha pas. Elle se tint là, dans la terre retournée du jardin vide, et elle attendit. Théodore leva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, quelque chose de vulnérable, pas au sens de la faiblesse, mais au sens de l'ouverture. Le regard de quelqu'un qui a enfin arrêté de tenir une porte fermée et qui découvre ce qu'il y a de l'autre côté. Il traversa le jardin vers elle. 3 pas dans la terre nue. « Je te vois, » dit-il. Adélaïde le regarda. « C'est un début, » dit-elle. Il se pencha vers elle lentement, pas avec la précipitation du désir, mais avec quelque chose de plus mesuré, de plus délibéré, comme un homme qui fait un geste qu'il n'a jamais fait et qui veut le faire correctement. Elle leva le visage vers lui. Le baiser fut lent, et les yeux d'Adélaïde restèrent ouverts, parce qu'elle refusait de lui permettre de disparaître dans le noir de ses propres paupières, parce qu'elle voulait être là, présente, vue. Et les yeux de Théodore restèrent ouverts, parce que pour la première fois depuis 4 ans, il ne cherchait personne d'autre dans l'obscurité. Il y avait son visage à elle, les yeux clairs d'Adélaïde de Valmière, et la terre nue du jardin sous leurs pieds, et la lettre d'Isabelle posée sur le sol, entre les racines arrachées. Sur le seuil de la terrasse, Séverin recula dans la maison et tira le rideau derrière elle. Cette nuit-là, la fenêtre de la chambre conjugale fut ouverte pour la première fois depuis longtemps. L'air de septembre entra. Froid, propre, portant l'odeur de la terre retournée du jardin. La bougie sur la table de nuit resta allumée, pas éteinte, pas soufflée, sa flamme droite dans l'air immobile de la chambre. Le matin, Marthe monta avec le plateau du petit déjeuner. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre conjugale. Elle écouta, pas indiscrètement, mais avec l'attention de quelqu'un qui a attendu 4 ans un signe particulier. La porte était fermée de l'intérieur. Elle redescendit à la cuisine et dit à la fille de salle qu'il n'y avait pas besoin de préparer de plateau pour l'aile, et ce matin, la fille de salle hocha la tête sans poser de questions. L'automne vint sur le domaine de Roquevert, avec ses lumières basses et ses matins de brume. Dans le jardin, le romarin avait pris, bas, touffu, d'un vert sombre qui n'avait rien de la hauteur ornementale des rosiers, mais qui avait quelque chose d'autre. Une odeur franche, vivante, qui ne cherchait pas à être autre chose que ce qu'elle était. Un matin d'octobre,
Adélaïde coupa une branche de romarin dans le jardin. Une branche courte, bien fournie. Elle monta dans l'aile est et entra dans la chambre d'Isabelle. L'armoire de Noyer était vide. Le portrait était face au mur et la pièce avait la qualité neutre d'un endroit qui n'appartient plus à personne en particulier. Adélaïde s'approcha de la fenêtre et posa la branche de romarin sur le rebord extérieur, dans la pierre, entre le bois de la fenêtre et l'air du dehors. Elle resta un moment à regarder la branche. C'était suffisant pour se souvenir. Ce n'était pas assez pour y vivre. Elle ferma la porte de l'aile est derrière elle et descendit rejoindre Théodore, qui l'attendait dans la salle à manger. L'hiver arriva avec ses matins durs et ses ciels blancs. La chambre conjugale avait changé. Pas dans ses meubles ni dans ses couleurs, mais dans quelque chose d'indéfinissable. La façon dont l'espace s'était réorganisé autour de deux personnes qui habitaient vraiment là. La fenêtre qu'on ouvrait chaque soir. La bougie qu'on ne soufflait plus avant de dormir. Un matin de décembre, Théodore se réveilla avant l'aube. Il resta allongé dans l'obscurité et regarda Adélaïde dormir. Elle était tournée vers lui, les cheveux défaits sur l'oreiller, la respiration lente et régulière de quelqu'un qui dort vraiment, profondément, sans surveiller le sommeil de l'autre. Il la regarda, les yeux ouverts dans la pénombre, avec la même attention qu'on apporte à quelque chose de précieux qu'on découvre avoir toujours eu sous la main. La lumière grise de l'hiver commença à entrer par les volets mal fermés. Adélaïde ouvrit les yeux. Elle le trouva qui la regardait, les yeux ouverts, le visage tourné vers elle, sans hâte et sans gêne. « Tu es réveillé », dit-elle. Sa voix était tranquille. « Oui. Depuis longtemps ? Assez pour te voir, dit-il. Adélaïde le regarda une seconde. Quelque chose passa sur son visage. Pas un sourire tout à fait, mais ce qui précède un sourire. Le mouvement intérieur, qui vient avant le geste. On frappa à la porte. La voix de Marthe, de l'autre côté. « Le plateau, madame. »« Entrez, Marthe, » dit Adélaïde. Marthe entra avec 2 tasses, du pain, du miel. Elle posa le plateau sur la table de nuit sans regarder ni l'un ni l'autre avec insistance, avec la discrétion professionnelle de quelqu'un qui a appris à ne voir que ce qu'il est utile de voir. Elle ressortit. Elle ne prépara plus jamais de plateau pour l'ailette. Plus personne ne changea les draps d'une chambre vide. La maison de Roquevert ne contenait plus que des vivants.